Le thème d'aujourd'hui s'appelle « Du darwinisme à la suprématie raciale, le cas du Rwanda ». Darwinisme vient du nom Darwin. Vous pouvez vous demander avec raison, qu'est-ce que Darwin vient de faire dans l'histoire et tragédie rwandaise? Essayons de le voir. Charles Darwin est un biologiste et naturaliste anglais du XIXe siècle. Sa vie s'étend sur le long de tout le XIXe siècle, puisqu'il est né presque au début en 1809 et est mort presque vers la fin du même siècle en 1882. Il initia en 1859 la théorie de l'évolution par une sélection naturelle. Cette théorie stipule que les espèces animales et végétales subissent des changements pour s'adapter à l'environnement et que durant ces changements et cette adaptation, les races les plus solides survivent et peuvent se reproduire. Il avance une autre proposition comme quoi toutes les espèces auraient un ancêtre commun. Selon cette théorie, l'homme serait donc le produit de l'évolution, mais non de la création. Comme on pouvait s'y attendre, elle n'était pas du goût de tout le monde. Querelle entre les évolutionnistes et les créationnistes. Avec des évidences scientifiques et archéologiques très solides, la découverte de Darwin fut considérée comme la plus importante de toute l'histoire de l'humanité jusqu'alors. Nous sommes ici au milieu de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour avoir un repère historique avec l'histoire de notre pays, le Rwanda, cette période correspond exactement au règne du roi Rwabugiri, qui mourut en 1895. On pourrait penser que c'est une période très éloignée, mais en fait, il n'y a pas très longtemps, puisque depuis le règne du roi Rwabugiri jusqu'à nos jours, seulement 10 personnes ont dirigé le Rwanda, 5 rois et 5 présidents. Et parmi eux, il y a eu des règnes trop courts. Par exemple, le roi Rutalindwa, fils de Rwabugiri, fils adoptif en fait, ne régna seulement qu'un an à cause de ce fameux coup de palais de Rucunshu. Le roi Ndahindurwa ne régna que 2 ans à cause de la fin de la monarchie. La République commença par une période de transition dont Mbonyumutwa fut le premier président. Il ne régna qu'un an ou un peu moins. Donc cette période dont je parle n'est pas très éloignée de nous. La théorie de l'évolution de Darwin ne causait aucun problème à l'humanité. Bien au contraire, elle ouvrit celle-ci à une autre vision du monde et presque tous les intellectuels de l'époque considéraient l'évolution des espèces comme un fait scientifiquement prouvé. Elle marqua une nette révolution intellectuelle. Mais le vrai problème et le danger pour l'avenir de l'humanité surgirent lorsque la sociologie commença à s'immiscer dans la biologie. Les grandes familles riches et influentes en Europe et en Amérique du Nord, certains sociologues comme Herbert Spencer et des philosophes très influents ont commencé à appliquer la théorie de la sélection naturelle, en principe réservée au monde animal, à des êtres humains, pour essayer de justifier scientifiquement les mécanismes de leur pouvoir et de leur civilisation. C'est ce qu'on appela le darwinisme social, qui stipule que dans les conflits et compétitions humaines, seules les races supérieures survivent et peuvent se reproduire. Ici, il faut noter que Darwin lui-même était contre ce détournement idéologique de sa théorie.
Le terme de race était jusqu'alors réservé à la classification du monde animal. Ils divisèrent l'humanité en 3 grandes races distinctes selon la couleur de leur peau, des races supérieures et des races inférieures. D'abord, la race blanche ou caucasienne, étant supérieure, développée, civilisée, porteuse de civilisation, qui a dominé et qui doit dominer le monde. Ensuite, les races intermédiaires, la race jaune, avec un degré inférieur de civilisation, mais développable. Ici, on trouve les peuples d'Eurasie orientale, les Chinois ainsi que les Blancs qui ont dégénéré au cours de l'histoire en se mélangeant avec d'autres races. C'est dans cette catégorie qu'ils ont classé les Hamites et Tutsis du Rwanda, considérés alors comme des Blancs qui ont subi une certaine dégénérescence à se mélanger avec la race noire. Et enfin, la race noire. Toujours dans la conception de l'époque, ce sont des gens sauvages, primitifs, propres à la servitude, sans histoire ni organisation sociale, politique ou culturelle, selon les expressions du grand philosophe allemand Hegel, qui a influencé grandement la pensée philosophique de cette époque. C'est à cette période que naquit une nouvelle discipline appelée anthropologie, qui connut un essor très rapide. Cette classification pseudo-scientifique s'appuie sur cette nouvelle discipline d'anthropologie avec ses pseudo-subdisciplines d'anthropométrie, craniométrie, pour les aider à classifier les humains en races supérieures et races inférieures. Souvenons-nous qu'au Rwanda, entre 1920 et 1930, les autorités coloniales belges ont mené des études anthropométriques pour identifier les Hamites qui les aideraient à gouverner, parce qu'on leur attribuait des qualités innées pour gouverner. On mesurait la longueur du nez et de la face, la hauteur, le poids, etc. On s'attendait à ce que les Tutsis sont ceux qui ont un beau physique, un long nez et une grande taille. Mais en fait, les conclusions de cette étude furent plutôt décevantes pour eux, puisqu'on trouva ces prototypes dans toutes les couches et toutes les classes de la population. Les partisans de cette idéologie de suprématie raciale avaient des principes suivants. Principe numéro 1. La race supérieure, c'est la race blanche qui est porteuse de civilisation et de développement. Ce sont les partisans de cette idéologie qui fondèrent par exemple l'apartheid en Afrique du Sud. Principe numéro 2. Les races supérieures doivent dominer les races inférieures et occuper leur place. Cette idéologie fut l'esprit et la colonne vertébrale des aventures colonialistes et impérialistes. Principe numéro 3. Pour eux, cette conception de supériorité raciale est scientifiquement prouvée. Elle est donc dans l'ordre naturel des choses. Et même les églises trouvaient cela dans l'ordre divin. La Bible chrétienne a été interprétée par certains pasteurs pour justifier l'esclavage dans les années 1820-1850 et renforcer l'idée que les Noirs avaient été créés inférieurs et donc adaptés à l'esclavage. Principe numéro 4. Comme ce sont seulement les races supérieures qui sont porteuses de développement et de civilisation, pour le bien de l'humanité, il faut empêcher la prolifération des races inférieures et favoriser plutôt l'émergence des races supérieures. Principe numéro 5. Pour eux,
Les conflits sociaux sont aussi une source de progrès parce que la sélection naturelle favorise la survie des plus aptes et l'élimination des moins aptes. Donc les conflits, permettent l'émergence des races plus résistantes, donc des races supérieures, qui sont porteuses de progrès et de civilisation. Pendant les conflits, il faut donc éviter des charités ou d'autres interventions sociales qui protégeraient les moins aptes. Dans la littérature moderne, on ne peut pas trouver des propos racistes pareils. Dans certaines législations, les auteurs pourraient même subir des poursuites légales. Mais au cours du XIXe siècle et même au début du XXe siècle, de tels propos inondaient les littératures et publications et avaient plutôt un caractère scientifique. Ils faisaient partie de manuels scolaires pour les élèves et les étudiants. La Deuxième Guerre mondiale et ses tragédies indicibles étaient en grande partie une conséquence logique de ces idéologies racistes de supériorité raciale qui étaient en vogue depuis plus d'un demi-siècle. Après cette Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était détruite. Tout était en ruine. La communauté internationale réalisa avec stupeur la nocivité et des horreurs causées par ces idéologies. Pour la première fois, la communauté internationale se rendit compte que le darwinisme social n'a aucun fondement scientifique, que la théorie de suprématie raciale n'a aucun fondement scientifique. Elle rejeta l'utilisation de la terminologie du mot race pour classifier les espèces humaines. Elle reconnut l'égalité des peuples. En 1948, elle promulgua la Déclaration universelle des droits de l'homme et ordonna aux puissances coloniales de donner l'indépendance au peuple. Quand le darwinisme social est mort vers le milieu du siècle passé, il a laissé à sa place une autre idéologie féroce. Celle-ci est basée non sur les races, mais sur les richesses et le marché économique. Cette idéologie a un nom, c'est le néolibéralisme. Les partisans du darwinisme social avaient cette croyance que les races supérieures sont porteurs de salut et de civilisation pour le monde. Les partisans du néolibéralisme ont cette croyance que le salut du monde viendrait des riches, dont la richesse va ruisseler pour enrichir le monde. Le darwinisme social disait ceci: les races supérieures doivent dominer les races inférieures et occuper leur place. Cette nouvelle idéologie du néolibéralisme dit ceci: il faut favoriser les plus riches pour récompenser leurs mérites et pénaliser les plus pauvres pour punir leur inefficacité. En définitive, dominer les plus pauvres et occuper leur place. Si les aventures colonialistes du XIXe siècle s'appuyaient sur les armes à feu, les aventures néolibérales modernes utilisent des lois, des préceptes et des principes qui protègent le marché pour le rendre plus libéral. Quelques exemples. L'homme est avant tout un consommateur. La liberté de vendre et d'acheter précède d'autres libertés, comme liberté d'expression, liberté de vote, etc. Les dictateurs qui promettent des lois néolibérales comme privatisation et concurrence dans les services publics sont préférés aux démocrates qui veulent réguler la concurrence pour plus de justice sociale. Les gouvernements doivent éviter les lois qui réglementent la concurrence. Par le biais du FMI, de la Banque mondiale et d'autres institutions,
Des politiques néolibérales ont été imposées presque par force à une grande partie du monde. L'inégalité est considérée comme une vertu. Les efforts visant à créer une société plus équitable sont découragés parce qu'ils sont contre-productifs. En fait, quand on analyse bien, on peut constater que l'idéologie du néolibéralisme, c'est l'idéologie du darwinisme social qui a subi une évolution darwinienne.